Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Douglas Rochard. Je suis chercheur doctorant à l'USD pour les questions de dissuasion, non-prolifération et maîtrise des armements nucléaires. Et ce soir, nous continuons notre séminaire de recherche, les enjeux théoriques comparés des stratégies nucléaires, avec la troisième séance intitulée Le bouclier antimissile European Sky Shield, conséquences politiques et opérationnelles, qui abordera l'évolution du projet de bouclier antimissile et la coopération de défense sur le continent européen. Pourquoi ce sujet est pertinent dans le cadre de notre séminaire? Parce que le bouclier antimissile aura des conséquences politiques et opérationnelles que nous allons voir bientôt dans les stratégies de défense des États européens, mais aussi dans la stratégie générale de dissuasion de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis d'autres puissances et d'autres menaces militaires. De plus, c'est intéressant de comprendre, d'identifier l'interconnexion entre les capacités antibalistiques, antimissiles, les capacités conventionnelles et les capacités nucléaires dans le cadre de ces stratégies. Et pour aborder ces sujets, donc, nous accueillons ce soir Madame Johanna Moring. Madame Moring est docteur en sciences politiques à l'Université Paris Panthéon-Assas. Elle est également chercheuse associée au Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies de l'Université de Bonn et enseignante à Sciences Po Grenoble. Elle est fondatrice de Women International Security France, tout comme de la session Puissance militaire au XXIe siècle, de l'Association sur les études sur la guerre et la stratégie. Ces recherches portent sur les politiques de puissance au XXIe siècle et la coopération de défense entre les États européens, notamment le triangle France, Allemagne et Royaume-Uni. Donc, comme d'habitude, à la fin de sa présentation, nous aurons une partie de débat et des questions. Donc, pour ceux qui nous suivent, nous accompagnent en ligne, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Je pense que c'est tout. Je souhaite à tous une bonne séance et je passe la parole à Madame Morini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça passe bien avec le micro? Bien. Alors, merci d'abord pour l'invitation. Je suis évidemment ravie de participer dans le séminaire de recherche sur les enjeux nucléaires. Sinon, ça devrait aller? D'accord. C'est pas grave. Un grand merci surtout pour le choix du sujet parce que, full disclosure, l'idée de vous parler aujourd'hui du European Sky Shield, donc défense aérienne antimissile européen, ne vient pas de moi, mais des organisateurs. Et il se peut que mes origines et ma thèse sur les coopérations en matière de défense en Europe y soient pour quelque chose. Mais le copyright pour cette idée revient évidemment à l'Institut. Et c'est un sujet vraiment triplement intéressant, liant dans des configurations complexes, à la fois la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la question de l'autonomie stratégique européenne, et des questions de dissuasion dans le cadre européen, mais également en dehors de l'Europe. Et pour moi, il fonctionne vraiment comme une lampe de torche qui illumine donc des questions stratégiques qui se posent à nous. Par exemple, quel est le caractère de la guerre contemporaine et est-ce que nous avons les capacités de la mener ou non? Et avec un timing parfait, cet événement a lieu à quelques jours de l'anniversaire du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963 par la France et l'Allemagne pour entériner la réconciliation franco-allemande.
Mais on peut s'imaginer qu'avec la météo franco-allemande actuellement assez maussade, personne ne soit vraiment humeur pour faire la fête. Alors, je vous propose de traiter notre sujet en 3 temps. D'abord, on va essayer de regarder brièvement la situation géopolitique ambiante et poser quelques jalons de connaissances sur ce qui est la défense aérienne antimissile pour celles et ceux qui ne seraient pas des experts en la matière. Je vous promets, il n'y aura pas de quiz sur les systèmes actuellement en opération. Ensuite, on scrutera donc le projet du European Sky Shield. Et non, je ne me suis pas endormie hier soir en préparant cette présentation avec le clavier. En tapant 5 fois un W, j'utilise tout simplement la méthode de poser des questions what, who, where, when, why, et le H est bien sûr pour le how, donc pour le comment. Et après ces préparatifs, nous pourrions après nous pencher sur les conséquences stratégiques et nationales diverses de ce fameux European Sky Shield, notamment en ce qui concerne donc les relations franco-allemandes et l'autonomie stratégique européenne, et dernièrement dans la question du lien entre défense antimissile et dissuasion. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces questions font vraiment un triangle, interagissent entre elles. C'est parti. Donc, depuis février 2022, nous vivons donc la fameuse Zeitenwende, donc un changement d'époque, comme l'a nommé Olaf Scholz, le chancelier. Mais des gens plus cyniques et peut-être plus informés diraient que cette situation de confrontation avec la vision russe, ce n'est pas nouvelle, elle est d'actualité déjà depuis un certain moment, au moins 2000, et plus tard avec l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass en 2014. Mais la Russie de Vladimir Poutine, qui avant avait plutôt opté pour une approche indirecte, pour s'attaquer à l'ordre européen, peu à son goût, force les Occidentaux, et en premier lieu bien évidemment les Européens, de revoir leur conception de défense, de dissuasion et de résilience avec cette guerre ouverte. Alors, c'est vraiment une question, comment se positionner face à une Russie qui nous semble anachroniste dans un contexte européen qui est post-impérial et post-colonial depuis un certain moment. Et c'est très bien de dire qu'on n'accepte plus des zones d'influence au XXIe siècle, mais comment protéger et sécuriser cette zone contestée à l'Est entre les pays ne sont pas dans l'OTAN et ne peuvent donc pas bénéficier de la protection de l'article 5. Et que faire, bien évidemment, si ce soutien américain à l'OTAN vacillerait, phénomène qu'on avait déjà vécu sous la présidence de M. Trump. Alors, ce qu'on constate surtout, c'est que depuis décembre 2021, ni les grands pays européens, ni l'Union européenne ont pu vraiment laisser leur marque politico-militaire sur les événements. On constate depuis ces ultimatums qui ont été adressés donc directement aux États-Unis et à l'OTAN par la Russie. Et malgré le fait qu'il y a eu déjà l'électrochoc de 2014 et une remontée des budgets de défense, il y a eu, on a constaté que l'état d'impréparation des armées de l'OTAN à une situation de guerre conventionnelle sous l'ambre nucléaire, pays qui sont un peu plus près de l'action, donc les pays les Baltes et la Pologne, et qui peut-être forment une exception. Donc, notre situation de stock militaire, munitions, équipements, pièces de rechange en quantité minime, et avec beaucoup de projets d'achat pour remplacer des systèmes d'armement datant encore de la guerre froide, très en retard. Donc, tout cela, malgré les initiatives dans le cadre et de l'OTAN et de coopérer dans la recherche et le développement et de regrouper surtout l'achat Made in Europe.
constate que cette guerre en Europe a surtout provoqué un élan d'achat de produits militaires dits sur étagère d'origine. Et les conséquences de la guerre contre l'Ukraine se passent également dans un contexte mondial polaire, confrontation des États-Unis et de la Chine, et la fragilisation de la stabilité stratégique et des régimes de l'armement et du désarmement. Donc, comment penser la dissuasion à trois? Thérèse Delpech, nos concepts sont un peu fruits d'une relation entre l'US et l'URSS et une série de crises. Donc, c'est extrêmement compliqué de s'imaginer qu'on peut composer donc, avec trois centres de puissance, par exemple. Et la question d'une défense antimissile se pose bien également bien dans ce contexte. J'ai mis en gras tout en bas la question, oui, alors de notre autonomie stratégique de l'Europe. On vise quand même au moins haut. Alors, maintenant commence la partie un peu explicative sur la défense aérienne antimissile contemporaine, très très schématique et pas très technique. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, bien protéger son espace aérien contre des engins qui volent et qui peuvent apporter des frappes, donc des drones, des hélicoptères, avions, missiles, théâtres et puces balistiques de croisière, donc des menaces très diverses qui demandent des réponses également très diversifiées. Donc, les systèmes qui existent, qui sont sur place, sont capables de protéger une petite zone assez fiablement, comme des postes de commandement, des théâtres d'opération, des villes, avec la possibilité de mettre en place des systèmes avec des portées différentes, couches de l'espace aérien et aussi de participer dans un système intégré comme celui de l'OTAN. Et en Europe, ceci peut offrir une protection très limitée, mais jusqu'à des missiles. Donc, entre 500 et 5500 km. Donc, on a eu, depuis la fin de la guerre froide, en Europe, des questions de défense antimissile et défense aérienne se limitaient plutôt à des protections des sites stratégiques et des théâtres d'opérations militaires. Mais il y a eu un mouvement, c'était vraiment les États-Unis qui ont poussé, également dans le cadre de l'année 2000-2010, et à l'origine était donc menace iranienne identifiée et aussi en même posture russe plus combative. Et là, on a vu donc un système antimissile intégré de l'OTAN, le système américain Aegis sur navire, sur terre, qui s'est mis en place et qu'on regardera un peu plus tard. Il y a bien évidemment eu une réaction de la Russie et qui a d'ailleurs justifié le développement d'un nouveau missile à portée intermédiaire par ces actifs missiles provoquer in fine la fin du. Et elle a également stationné des missiles Iskander impliqués dans l'enclave de Kaliningrad qui peuvent porter des ogives. Et on constate donc que l'ère du bouclier antimissile est arrivée, mais vraiment sans résoudre des questions techniques et stratégiques. D'abord, il y a la question de la fiabilité des systèmes. Par exemple, le problème des drones et des munitions rôdeuses qui sont très difficiles à détecter car plutôt petits en taille et peuvent opérer entre les couches des systèmes existants, trop bas pour les systèmes antimissiles, par exemple, ou trop haut pour ce qui a été assez fatal à l'Arménie, par exemple, lors de la récente guerre avec. Mais bien sûr, cette question de fiabilité, elle se pose beaucoup plus urgemment quand il à courte portée, intermédiaire ou intercontinentale, qui peuvent porter des ogives tête nucléaire. Alors, si on regarde, par exemple, ce qui
indique le Bureau indépendant des tests des armements du ministère de la Défense, base sur des informations de 2018-9, qui indique donc que les systèmes américains existants peuvent défendre le sol américain contre un petit nombre de missiles balistiques intercontinentaux qui emploient des contre-mesures simples. Et ce centre des tests statue également que le système antimissile peut également protéger des alliés et des troupes à l'étranger, également contre un nombre limité de missiles à portée intermédiaire. Et en ce qui concerne les missiles à courte portée, la fiabilité des systèmes antimissiles est évaluée beaucoup plus juste. Donc, on peut déduire que ces défenses peuvent être déjouées assez facilement, par exemple en envoyant des missiles d'un nombre plus important et simultanément en saturant le système et où ils ont des capacités contre-mesures plus sophistiquées. Et ça devient encore un peu plus compliqué si on véhicule hyper véloce. Voilà. Et à la question de la faisabilité et fiabilité s'ajoute également la question des coûts. Cela est extrêmement cher. Pour vous donner une idée, une batterie des Patriots coûte 1 milliard de dollars et un missile Patriot 4, 4 millions. Alors, un autre exemple, le système israélien Iron Dome, qui va réapparaître également un peu plus tard. Une batterie coûte 50 millions de dollars. Et pour une interception, un missile, c'est à peu près 150 000 dollars. Et bien sûr, l'ère des antimissiles n'a pas attendu le débat du problème stratégique du lien entre dissuasion et défense antimissiles qu'on essaiera de tâtonner un peu plus tard. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous ai mis un petit schéma du système anti-aérien antimissile IRIS-T, donc un système allemand qui est actuellement en opération et qui doit faire partie du système, de l'initiative ou du système voulu par European Sky Shield. Et alors, il faudrait donc s'imaginer que dans un système antimissile, il y a des capteurs, des radars pour détecter des missiles ou autres qui se dirigent vers une zone protégée. Ça, c'est marqué avec le numéro 1. Ensuite, ces systèmes disposent aussi d'un centre de conduite de tir qui doit donc évaluer et calculer la trajectoire de l'objet identifié. Ensuite, envoyer des missiles intercepteurs et c'est le 3, donc le lanceur, donc les effecteurs qui se mettent en route pour détruire des cibles à une distance, on espère, sûre. Alors, si on s'imagine ça, si on voudrait bien détecter et suivre un lancement des missiles balistiques qui sont exo-atmosphériques, qui partent un peu de plus loin, il faut ajouter à ça des capteurs prépositionnés, terre, mer et espace. Voilà, là, vous voyez le fameux système Aegis. On va rencontrer aussi un peu plus tard. Alors là, je vous ai mis, c'est un peu sec, je vous l'avoue, deux slides où il y a grand nombre de systèmes antimissiles, défense aérienne qui sont actuellement en place ou presque en train de déployer en Ukraine. Et ce qui ne ressort pas très bien, donc je voulais vous montrer qu'il y a donc des systèmes qui datent encore de la guerre froide et des systèmes qui ont été dans les 90 et après. Mais ce qui ne ressort pas vraiment très bien, c'est que chaque système qui a un peu des spécificités différentes, avec des portées de tir, d'altitude et des capacités d'interception. Parfois, ça, c'est effectif contre les drones, contre les avions, les hélicoptères.
missiles balistiques ou des croisières, donc très, très diverses. Alors, ce qui concerne les Patriotes, ils ne sont pas encore arrivés en Ukraine. Et il faut, ce qui concerne donc le système franco-italien, là-bas, il est à partie en direction. Je pense qu'il est censé devenir, le déploiement il est prévu. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un intérêt pour la question défense antimissile pour une triste raison que l'Ukraine est actuellement sous la pluie des missiles russes. Et c'est dû au fait qu'à peu près 80% du territoire ukrainien ne peuvent pas être attaqués par les Russes qu'avec des missiles parce que l'espace aérien est trop dangereux. Les hélicoptères russes. Et on a donc cette énorme quantité de systèmes qui ont été livrés par différents partenaires de l'Ukraine. Et ce qui fait augmenter, bien sûr, la présence cardiaque pour les très, très tristes des Ukrainiens qui ont peur, qui doivent se réfugier, et augmenter la puissance cardiaque d'une façon positive pour des gens qui étudient ces systèmes-là, des fabricants d'armes, parce que c'est un peu comme un champ d'essai incomparable de voir aussi comment ces systèmes peuvent fonctionner ensemble. C'est une mine d'informations, mais il faut aussi souligner que c'est un environnement simple, entre guillemets. Donc, il n'y a pas trop de contre-mesures russes possibles, apparemment. Donc, le cyber et la guerre électronique semblent limités. Et les missiles, dans leur grand nombre, ne sont pas excessivement sophistiqués. Donc, on doit un peu modérer ce champ d'essai si on le projette dans le futur, comment pourrait être la guerre qui veut donc utiliser aussi des éléments antimissiles. Parce qu'il y en a bien sûr des success rates très impressionnants, mais dans des conditions plutôt light, je dirais. Enfin, important à retenir. Donc, venons donc à notre petit précis sur le European Sky Shield. Donc, il s'agit donc d'un système de défense aérienne et antimissile utilisant des solutions interopérables et prêtes à l'emploi. Alors, je vous le lis texto et j'ai mis encore une fois des guillemets parce que on peut se poser des questions sur la véracité de ces propos, mais on va y revenir. Donc, tout a débuté donc en octobre dernier avec une signature de lettre d'intention dans le cadre de l'OTAN, une réunion des ministères de défense à Bruxelles. Et qui participe? Donc là, je vais vous faire le tableau de chasse des pays participent à cette initiative allemande. Donc, il y a évidemment l'Allemagne, il y a la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Baltes, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Finlande. Alors, pourquoi il y a cette initiative? On peut dire qu'il y a des logiques politiques, industrielles et de sécurité européennes. Alors, je pense logique politique parce qu'il y a effectivement que la menace de missiles russes apparaît assez fréquemment sur les écrans de télévision des journaux télévisés. Ça occupe maintenant vraiment une place dans l'esprit des gens qui se posent des questions sur un sujet qui n'était absolument pas d'actualité avant. Donc, comment l'espace aérien européen est-il protégé? Logique donc politique de se montrer réactif et à l'écoute.
Ensuite, côté Allemagne, il y a bien évidemment une logique industrielle parce qu'il y a un système allemand qui est donc comme formant un des couches de ce système, de ce shield. Et il y a aussi l'idée, en emmenant d'autres pays, que l'achat regroupé pourrait peut-être produire des économies en ce qui concerne les Patriots et la composante israélienne, américaine, Aerocraft. Donc, il y a vraiment cette idée d'emmener d'autres pays aussi pour baisser les coûts. Et il y a aussi une logique de sécurité européenne, si on veut. Au moins, elle est proposée en disant oui, on va investir dans un système qui n'est pas de nom lié avec les États-Unis. Ce qui est bien sûr, encore une fois, on peut se poser des questions là-dessus. Donc, comment donc, acheter des composantes qui existent déjà pour couvrir en fait des bulles à des hauteurs différentes, basse altitude, système allemand Iristé, un peu plus des Patriots, et pour tout ce qui est donc couche haute exo-atmosphérique, il y a une interception à partir de 60 km. Il y a donc ce système antimissile balistique Arrow 3, c'est développé et produit conjointement par Israël et les États-Unis. Tout ça nous laisse avec beaucoup de questions. Alors tout d'abord, est-ce qu'on n'a pas déjà une défense aérienne et antimissile dans le cadre regardant, c'est effectivement vrai, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine et toute l'année. Donc, c'est la mission de police de l'air qui est dirigée par Allied Air Command à Ramstein, avec deux Operations Center, un en Allemagne et l'autre en Espagne, qui donc contrôle l'espace aérien côté avion. Donc les fameux Air Breathing Targets, et c'est donc vraiment origine dans la guerre froide de dire s'il y a une attaque de l'espace aérien, c'est les avions de chasse qui vont donc faire le travail. Et il y a aussi des missions plus spécifiques comme le Baltic Air Policing qui a été mis en place donc comme faisant partie des mesures de réassurance des alliés plus près de la Russie à partir de 14, 15, 16, je pense que c'était à partir de 2016. Voilà, donc ça existe, la partie défense aérienne, mais il y a aussi quelques systèmes d'interception antimissile Aegis plus des radars. Donc là, je vous ai mis un graphique de la BBC qui montre en fait un système qui est basé sur le système américain Aegis, un système d'armes navales qui a débuté sur des navires et qui fonctionne avec donc un radar et des missiles pour contre des navires, des avions. Et ce système a été modifié dans les années 2000 pour spécifiquement couvrir la défense antimissile balistique. Donc, on a donc augmenté la distance d'interception qui vont repousser à 370 km et à l'altitude de 185 km. Distance plus large. Et
il y avait donc des bâtiments de guerre qui étaient équipés avec ce système de défense balistique, missiles anti-balistiques. Et on a également utilisé donc, le même système en le plaçant à terre, donc Aegis Ashore. Et comment ça a l'air là, vous voyez le Aegis Ashore qui est en Pologne, et ça a vraiment la tête d'un navire. Donc, on a pris une scie et on a coupé une partie d'un navire de guerre et on le place quelque part. Donc, le radar et le système de tir. Comme vous voyez, c'est marqué que la partie sur Terre de Aegis en Pologne, c'est marqué censé être prêt en 2018. Nous sommes encore dans le chantier, donc c'est censé être opérationnel cette année. Donc, vous voyez aussi un autre élément, donc des composantes donc, sur des navires de guerre qui sont dans la Méditerranée. Vous voyez un centre de... Et vous avez un radar en Turquie, et c'est intéressant, donc, sur des Pays-Bas. Ça vous donne l'idée par cette vision américaine de défense, de système défense antimissile. C'est assez futuriste parce que les Américains pensent en fait que ça serait possible un jour de pouvoir lier partout dans le monde des senseurs, donc des radars ou autres systèmes qui peuvent intercepter des objets auxquels on doit se prendre avec des shooters, donc d'interception. Donc comme un énorme réseau, et ça c'est un peu conçu embryon de la même façon. Donc on a plusieurs composantes qui sont dans différents pays et qui sont liées. Voilà, avec la capacité donc de détecter un missile et selon le battre donc un missile selon voilà. Il y a des doutes sur la fiabilité de ce système intégré actuel. Il y a notamment eu un moment assez embarrassant en mars dernier parce qu'un drone est parti de l'Ukraine. On pense que c'était un ancien drone qui a juste fait fausse route et qui a déambulé donc, pendant 3-4 heures dans l'espace aérien italien pour cracher ensuite dans la nuit dans un parc de Zagreb. Voilà, ça montre donc que, ok, sur papier, tout est sous contrôle, mais apparemment, il y a aussi des possibilités de déjouer le système ou panne qui arrive. Ok, donc, on va regarder ça. On revient donc aux autres questions. Alors, ok, on a une défense aérienne ici en Europe qui existe déjà. On pense au cadre otanien. Mais voilà, cette nouvelle initiative, le European Sky Shield, est-ce qu'il y a une sorte de command and control hein? Si on dit que c'est un système qui est censé être interopérable dans le cadre de l'OTAN, où est exactement l'élément européen? On ne le voit pas. Donc, est-ce qu'on doit s'imaginer qu'il y aura un général européen à Ramstein et donc responsable que pour ce système? Donc, ça reste assez mystérieux comment ça doit fonctionner. Est-ce qu'il s'agit d'une initiative européenne? Pas vraiment, on ne peut pas dire, parce qu'elle a été lancée dans le cadre de l'OTAN et pas tous les pays européens de l'OTAN participent, et des pays de l'OTAN comme la Norvège
systèmes d'interception sont vraiment pas très européens, à part celui de pour... Et pour le moment, il n'y a aussi aucun lien avec des initiatives européennes qui existent. Il y a par exemple un projet de la coopération structurée permanente, ESCO de l'Union européenne, qui s'appelait Twister, qui était censé de développer une nouvelle défense antibalistique qui pourrait aussi abattre ou qui serait efficace contre des engins hyper véloces et des gliders. Et cette initiative, elle a été proposée par la France avec l'Italie, la Finlande et les Pays-Bas et le Portugal en 2019. Et plus tard, l'Allemagne les a rejoints. Mais mystérieusement, cette initiative a finalement été attribuée par la Commission à un consortium incluant l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, la République tchèque et la Suède. Et aussi un pays non européen, la Norvège. Et à la surprise, et je suppose consternation, des participations non allemandes du programme Twister. Voilà, donc pas vraiment une initiative européenne. Donc European Sky Shield, voilà, ça pose aussi un problème de nom. Alors, qui ne participe et qui ne participe pas? Pourquoi? Alors, évidemment, grandes absences sont la France, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Bon, la France jure qu'elle n'a pas été invitée à rejoindre l'initiative. Elle n'a pas été consultée du tout. Dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, elle n'y est pas, et c'est pour une raison, parce que la France et l'Italie pourraient faire concurrence au système aussi bien IRIS-T et Patriot américain avec le système MAMBA. Donc des concurrents, pas de gens. Alors la Pologne, elle ne participe pas parce que je pense elle est méfiante vis-à-vis une initiative votée par l'Allemagne. Et depuis un certain moment, elle développe déjà ses capacités de défense aérienne avec les États-Unis et également avec le Royaume-Uni, en ce qui concerne menaces à courte portée. C'est une coopération depuis 2021. Alors l'Espagne et Portugal, peut-être pour eux, la guerre en Ukraine, elle est un peu loin. Et la Turquie, elle est un peu hors jeu à cause de son... je ne sais pas si c'est vraiment déjà activé, mais le déploiement des S-400, donc un système russe qui fait absolument mouche dans un contexte européen et otanien en ce qui concerne donc la récolte de sensibles. La question suivante, est-ce que l'achat de ces 3 systèmes se fera-t-il vraiment? C'est pas très clair non plus parce que il faut l'accord des États-Unis. Israël doit aussi leur donner le feu vert pour qu'Israël puisse fournir l'Arrow 3. Et il y a aussi un intérêt des États-Unis, peut-être de plutôt vendre leur système THAAD, de Terminal High Altitude Area Defense, qui est déployé par les forces terrestres américaines. C'est un peu le bande atmosphérique et spectre bas de exo-atmosphérique, et qui est assez coûteux. Voilà, il y a un intérêt commercial des États-Unis, peut-être aussi à Arrow 3. Et de même, là-dedans, dans le consortium, il y a la Norvège qui aussi, on va dire, je ne suis pas d'accord parce qu'elle a un super système, le SAMS, le National Advanced Surface to Air Missile System, qui est en opération en Ukraine et qui est beaucoup plus moderne parce que dernière génération que le IST allemand. Voilà, on ne sait pas si les composantes du Sky Shield pourront vraiment être mis en place comme souhaité ou annoncé initialement. Et la dernière question, est-ce que ça marche?
On a un peu déjà parlé des défis techniques de la défense antimissile, mais surtout, il faut regarder ce nom, Sky Shield. Ça s'approche plutôt un peu de la publicité mensongère parce que on pourrait peut-être parler de Sky Defense parce que ce système ne pourrait pas couvrir toute l'Europe par une bulle protectrice. Je pense qu'on est très marqué par le cas d'Israël qui arrive avec son système Iron Dome, qui a aussi 3 couches, de vraiment couvrir et protéger assez efficacement son territoire. Mais c'est juste question de taille. L'Europe n'est pas Israël et les dimensions sont simplement différentes et on se défend aussi contre des peut-être de nature différente. Il y a un dernier souci, cela marche-t-il? C'est la question aussi de la participation d'Israël. Alors c'est marqué que c'est un système interopérable, mais est-ce que c'est vraiment interopérable? On ne sait pas. Pas sûr que les couches américaines et israélo-américaines fonctionnent vraiment parfaitement ensemble. Donc ça, on n'a pas encore testé. Et je trouve aussi que la question des données sensibles par un pays non allié, moi, par de l'OTAN, pose quand même problème ou question. Alors venons ensuite au triangle infernal peut-être des conséquences politico-stratégiques et opérationnelles possibles de cette initiative. On commence avec les relations franco-allemandes. J'ai mis des gros points d'interrogation. Alors, est-ce qu'on est toujours une sorte de nœud qui tient au centre de l'Europe? C'est vraiment toute question est là. Alors, il y a comme évoqué déjà, le 22 janvier, cette date d'anniversaire de l'Élysée, mais vraiment, l'ambiance, elle n'est pas à la fête. C'est plutôt Coca Zéro au lieu de champagne. Alors, si on s'imagine que le traité de l'Élysée, il est né de 2 déceptions en fait, françaises, parce que la France avait essayé de renégocier son poids dans le cadre de l'OTAN et aussi elle a voulu amener ses partenaires européens à accepter sa vision vraiment de comment devrait fonctionner la communauté européenne à l'époque et elle n'avait pas réussi à s'imposer. Et donc, elle s'est tournée vers l'Allemagne. Et on peut s'imaginer que cette 60e anniversaire marque peut-être une déception décisive avec le partenaire allemand. Il y a vraiment cette impression très étrange pour moi que la politique allemande, elle est sortie de ses rails, car les certitudes anciennes n'existent plus. Elle était toujours très soucieuse de s'asseoir ou de positionner sa politique étrangère sur 2 piliers. D'un côté, l'intégration européenne et de l'autre, le lien très fort transatlantique. Oui, quand on regarde la politique des dernières années, surtout l'impression d'un certain amateurisme et d'un égoïsme et vision très égocentrique, pas justice au poids et à l'importance de l'Allemagne au sein de l'Europe. Il n'y a pas un apprentissage de pensée stratégique. On ne voit pas vraiment. Et les coopérations en matière de défense sont jamais faciles. Mais c'est vraiment très dur actuellement. Et l'affront du European Sky Shield, de mettre sur pied une initiative sans vraiment penser la France avec, elle s'ajoute aux doléances françaises en ce qui concerne la coopération industrielle de défense.
bien sûr les deux projets phares, qui SCAF et char. C'est des projets industriels européens qui ont su vraiment de fonctionner en tandem. Et les deux, vraiment, sont dans un état pas exceptionnellement bien, donc avec énormément de difficultés. On a maintenant aussi SCAF entre SI d'assaut de décembre dernier d'avoir en fait le démonstrateur ce magnifique avion du futur, système de combat aérien du futur. Mais c'était vraiment extrêmement pénible d'arriver là. Signe intéressant que le Sénat français, il a postulé qu'on devrait mettre de côté 10 millions d'euros pour une étude pour explorer si une alternative nationale ne serait pas pensable dans ce contexte de combat aérien ça montre bien extrêmement conflictuel avec surtout un pilotage très différent. C'est éminemment politique en Allemagne en France et économique avec Simis dans des toujours plus. En fait, c'est très mal vécu cette intervention parlementaire qui n'a pas de talent en France. Et en ce qui concerne le Ground Combat System, donc le char du futur, c'est une coopération entre Nexter et Rheinmetall en Allemagne. Et Rheinmetall, elle a récemment totalement surpris son partenaire français en annonçant de fabriquer son propre char, nouvelle génération, Panther, voilà. Donc, on a vraiment une situation conflictuelle côté coopération industrie de défense entre ces deux pays. Il y a un troisième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est le problème la pertinence du moteur franco-allemand pour l'Union européenne, vraiment mise en question. Alors en interne, parce qu'il y a cette crise, il y a aussi à l'extérieur du couple, parce qu'il y a une perte de légitimité vis-à-vis à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Côté allemand, il y a surtout ce manque de leadership et de décision, et aussi un égoïsme clairement affiché par rapport à la politique énergétique de la. Donc, pousser les prix du gaz à des hauteurs absolument incroyables, achetant sur le marché sa propre industrie et accorder une sorte de plafond du prix de gaz. Donc voilà, surtout un rythme national et une indécision qui est la grande et un manque de courage surtout des pays de centrale et de l'Est. Et en ce qui concerne la France, il y a vraiment eu cette impression d'avoir été beaucoup trop près et trop compréhensive vis-à-vis de la Russie. Donc, le moteur franco-allemand ne peut fonctionner non seulement en panne de l'intérieur, mais aussi vu de l'extérieur, il est plus convaincant. Et si on veut brièvement penser aux conséquences opérationnelles, c'est effectivement, il y a un retard dans tous ces systèmes qui de déploiement et des moyens à disposition. Donc, il y a des conséquences aussi dans ce domaine-là. Alors, le deuxième face du triangle, c'est stratégique qui est bien
et avec la relation franco-allemande. Où sommes-nous dans ce domaine? Alors, si on se pose la question, ce qui a fait avancer dans le passé des initiatives européennes, de pousser les Européens hors de leur zone de confort, d'être un peu babysités par les États-Unis, c'était des époques où les armes nucléaires étaient marginalisées, on a peur de mettre en question en fait l'OTAN. Et autre facteur qui poussait vraiment à la coopération, c'est la peur d'un désengagement américain. C'est-à-dire, il faut et comme troisième élément, bien sûr aussi les politiques des grands pays. S'il y a eu possibilité d'accepter une vision française stratégique, ça a fait avancer les choses. Alors, où sommes-nous actuellement? Donc, alors les nukes are back, Americans are back. Donc, ça veut dire que la guerre en Ukraine, elle a vraiment de sécurité en Europe, et l'US comme acteur stratégique indispensable sur le continent. Et les Européens sont vraiment en position de faiblesse. Ils ne sont pas capables d'être des co-décisionnaires dans cette situation, mais plutôt des suiveurs. Parce qu'on peut être allié et avoir un poids, mais il faut avoir un poids par soi-même pour être en position de pouvoir influer sur des décisions. Mais l'Europe, elle est vraiment affaiblie économiquement et militairement. Et bien sûr, cette tendance d'acheter des produits, alors sous-entendu militaires, renforce cette tendance. Il y a eu des initiatives côté Union européenne de vraiment lier cette urgence de réarmement et de montée en puissance avec le renforcement de l'industrie européenne, notamment de vouloir regrouper des achats capacité des pays de se mettre ensemble. Il y a eu notamment une initiative sur le renforcement de l'industrie européenne, de la défense, par des marchés publics communs. Mais quand on regarde de près des sommes qui sont invoquées, c'est 500 millions d'euros là, et 2024 pour des actions qui répondent à des besoins urgents et critiques. On voit que c'est un montant qui n'est pas suffisant, significatif. D'autres exemples, par exemple des fonds qui sont créés pour encourager l'innovation en matière de défense, 2 milliards d'euros, et on regarde de près, ce n'est pas des nouvelles sommes, ça a un peu ponctionné du Fonds européen de défense qui est déjà là pour encourager de finir le recherche et le développement. Donc, on se rend compte, le vrai problème, ce n'est pas non seulement des sommes, c'est l'absence de leadership et qui pilote vraiment une vraie politique de développement. Mais il n'y a pas une alternative à cette stratégie. Il faut aller vers plus d'autonomie stratégique parce que la politique aux États-Unis peut changer rapidement. C'est assez évident que la confrontation avec la Chine risque de primer en ce qui concerne l'intérêt concentration. Et on est toujours dans la même situation. Pour être un acteur stratégique dans le domaine militaire, il faut voilà, les fameux strategic enablers, tout ce qui est espace, domaine digital, et il manque bien aussi tout ce qui est intelligence, renseignement, target acquisition, reconnaissance. Donc, on est dépendant des États-Unis pour ça également. Et
il reste comme élément aussi clé ou la question de la dissuasion européenne. Parce que si on veut devenir un acteur autonome, tôt ou tard, il se pose cette question. Est-ce qu'elle peut être résolue? Ça, c'est une autre question, mais elle est là. Là, je vous ai énuméré toutes les choses dont on aurait besoin pour aller vers plus d'autonomie. Et bien évidemment, c'est crucial pour des opérations européennes. Il y a des conséquences de cette absence d'autonomie stratégique qui sont assez... Alors, pour le troisième et dernier élément de notre triangle, et bien évidemment avec la relation franco-allemande et la question de l'autonomie stratégique, c'est la question du lien qui existe entre la défense antimissile et la dissuasion, et aussi avec la dissuasion européenne. Et là, on voit M. Emmanuel, visage bien pensif, son discours à l'école de guerre en fait 2020. Alors, pendant la guerre froide, il y avait un lien explicite entre dissuasion et vulnérabilité. Notamment le traité ABM, donc 1972, était donc conçu comme faisant partie des tentatives de limitation d'armes stratégiques. Et ce traité fixe donc un renoncement à la défense antimissile. Alors, on n'a pas le droit d'avoir ça. En fait, il y avait option d'avoir un site protégé par le missile. Dans le cadre de ce traité, donc les Russes ont choisi Moscou, protégé par un système missile, et les États-Unis ont choisi une zone de lancement de missiles intercontinentaux dans le Dakota du Nord. Voilà. Donc, et ce renoncement à la défense antimissile entériné dans ce traité était aussi conclu entre les États-Unis et l'URSS à l'époque, était aussi respecté par d'autres puissances le Royaume-Uni et la Chine. Les États-Unis sont partis de ce traité en 2002. Et on est dans une situation, voilà, que apparemment dans un moment post-guerre froide, l'équation entre dissuasion nucléaire basée sur la vulnérabilité mutuelle et la destruction assurée n'est plus acceptable ou acceptée. Voilà. Les États-Unis donc ont intégré la défense antimissile dans leur dissuasion élargie, donc le partage de la protection par les armes nucléaires. Il y a donc cette intégration d'éléments offensifs et défensifs avec un impératif assez clair d'employer des défenses antimissiles côté des forces offensives. C'est bien évidemment non sans problème parce que ça a eu des répercussions sur l'architecture construite pendant la guerre froide, des limitations d'armes stratégiques, des armements. Il y a évidemment un danger de course aux armements impliquant la Russie, la Chine, l'Inde. Et la stabilité stratégique est affaiblie. Dire ce que c'est, vous lire la définition de la
stabilité stratégique, elle est composée donc de deux éléments, donc stabilité de crise, de ne pas recourir à l'arme nucléaire lors d'une crise, et stabilité de course aux armements, donc de ne pas se lancer vraiment dans un élan de développer son arsenal nucléaire de façon qualitative ou quantitative. Alors, c'est absolument crucial que cette situation, face à cette situation, et la guerre en Ukraine, elle a aussi des répercussions là-dessus. Alors, par exemple, la Russie, elle a bloqué le document final de la conférence de révision du traité de non-prolifération en août. Alors, il y a une conférence de révision assez régulièrement parce qu'il y a des obligations des pays détenteurs et également des pays non d'armes nucléaires qui sont donc régulièrement discutés et fixés. Et ça n'a pas pu avoir lieu parce que la Russie s'est opposée donc point qui évoquait la sécurité, la sûreté nucléaire autour de la centrale nucléaire à Zaporizhzhia. Et on est vraiment dans une nouvelle ère de glace de ce qui concerne la maîtrise d'armement et ce qui est le désarmement. Alors, il y a le New START qui a été signé justesse, mais il est valable seulement jusqu'en 2026. Et aussi, sous fond de guerre en Ukraine, la commission russo-américaine, elle ne s'est pas rencontrée, discuter donc ce qu'on fait avec cet accord. Alors, je vous pose ici aux experts la question si le European Sky Shield complique la dissuasion française. Parce que si on s'imagine que sur la France est impactée par cette déstabilisation de la stabilité stratégique, est-ce que cette nouvelle initiative défense antimissile, est-ce qu'elle change quelque chose dans une situation qui est déjà compliquée? Est-ce que la France devrait revoir peut-être sa doctrine, ou est-ce que ça pousse à des développements spécifiques concernant les armes et leurs systèmes porteurs? Alors ça, j'ai quelques idées, mais je serais très curieuse de savoir, je pense, les personnes ici présentes. Alors, pour réfléchir sur la dissuasion européenne, donc si on a donc établi qu'il y a dissuasion et ces systèmes de défense antimissile qui existent, même si c'est peut-être que imaginé par la Russie, on peut le dire, mais si c'est imaginé, elle est transforme en réalité. Donc, même si on fait la pédagogie, c'est un système défensif. S'il est vécu et vu comme la partie en face comme une menace et comme baissant son propre niveau de sécurité, on doit le prendre en considération. Alors, pour ce qui est de la dissuasion européenne, fondamentalement, je pense que la doctrine française, elle n'a absolument pas changé depuis toujours, si on veut dire. Donc, les armes nucléaires françaises sont là pour protéger, sanctuariser le territoire national exclusivement. Par conséquent, il n'y a vraiment pas de dissuasion élargie possible, donc d'élargir la protection des armes sur d'autres territoires, même si ce sont des partenaires européens. C'est aussi très difficile d'organiser des concertations ou partages non plus. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des bruits réguliers ou des prononciations régulières en direction des partenaires européens qu'il y a un élément européen. Ce qui concerne ces armes nucléaires. Donc, récemment, il y a eu donc où cette question a été évoquée, c'était en novembre dernier, je pense,
le président français, il a donc dit que lors d'une frappe d'armes nucléaires russes en Ukraine, ça ne relèverait pas des intérêts fondamentaux de la France. Oui, mais c'est absolument correct. Si on regarde la doctrine française, il n'y a rien à dire. Donc, il est répété, je vous lis, aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent par leur existence propre à la sécurité de la France et de l'Europe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on a établi que la dissuasion européenne est un élément de l'autonomie stratégique? Comment on peut penser que la situation a un impact? Je pense effectivement que la situation et aussi cette initiative, situation de guerre et l'initiative European Sky Shield ont eu un impact négatif parce que la France, elle a offert à ses partenaires européens des discussions et aussi la participation, par exemple, à l'exercice nucléaire française. Et je pense que le contexte de guerre et surtout ces, ces, ces conflits partenaires européens repoussent en fait ou éloignent des possibilités de discussion, de discuter dissuasion entre Européens, ce qui sont des conversations extrêmement importantes qui vont donc pas avoir lieu. Et voilà, je suis donc arrivée à la fin de mon troisième troisième face du triangle. Le lien entre dissuasion et dissuasion européenne. Voilà, et je serais ravie donc d'avoir vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. J'ai noté quelques points. Je pense que votre présentation a été très intéressante. J'aimerais revenir sur la question justement de la dissuasion, le dernier point. Mhm. Et pour moi, quand je vous entends, c'est très frappant de voir les changements dans l'équilibre entre les forces offensives et défensives en Europe, qui étaient finalement à la base de dialogue russo-américain, soviéto-américain, et de la stabilité stratégique sur le continent. Et, je me demande aussi quelles seront les conséquences de ces projets, dont les négociations de maîtrise d'armement dont vous aviez parlé, donc le traité New START, où la défense antimissile était déjà un sujet très, très sensible pour les Russes et pour les Américains, donc en termes de stabilité en temps de crise, mais aussi les conséquences en tant que stabilité en temps de paix. Donc, parce qu'elle elle va générer, il me semble, une nouvelle course aux armements entre capacités offensives et défensives. Et je me demande beaucoup quel est l'avenir de ces dialogues entre Washington et Moscou, et principalement, je pense, la sécurité de l'Europe au milieu de ces deux grands, entre guillemets. Merci beaucoup pour votre question. C'est effectivement le portrait, il n'est pas très réjouissant. Parce que si on regarde aussi, si on se rappelle les dynamiques liées les États-Unis et pendant la guerre froide, il y a toujours eu ces séquences de courses aux armements qui étaient suivies ensuite par des tentatives de revenir à un climat ensemble plus apaisé. Donc là, effectivement, on est dans une dynamique qui laisse penser qu'au début,
d'un enclenchement de course aux armements, des développements de systèmes tout azimut, bien sûr avec des risques très accrus, parce que même quelques tabous nucléaires récemment. Donc, ça se joue high stakes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la Russie d'aujourd'hui, tout ce qui est des mesures de confidence building et qui pourraient donc éviter des crises ne sont pas vues comme étant positifs en soi. L'objectif à poursuivre indépendamment du contexte ou ce que pourrait offrir les États-Unis en face, c'est vu plutôt comme comme un bonbon qu'on donne aux autres pendant la négociation. Donc, on est vraiment, on ne sait pas très bien par quel angle on pourrait pousser ou argumenter et convaincre dialogue qui est fructueux. Donc, ce qui dit par beaucoup d'experts, c'est de dire que de toute façon, on est dans une dynamique différente. Parce que là, ce qui anime la Russie, c'est pas que la relation avec les développements de nouvelles missiles à portée intermédiaire, il y a aussi la question de la Chine. Donc, je pense qu'il faut penser d'office le contexte et le cadre dans une dynamique à trois, ce qui ne nous facilite pas la tâche parce que tout reste à construire. Il n'y a rien sur lequel on peut se baser ou c'est pas non plus si côté Chine, il y a un intérêt actuellement à, se, à accepter des limitations dans ces développements diverses, parce que là aussi, on est dans une dynamique plutôt d'expansion ou de confrontation. Donc, voilà, je pense l'élément de A3 qui doit être juste, mais je ne veux pas vous dire comment on arriverait effectivement dans un format qui pourrait inciter les trois acteurs de se rencontrer, s'auto-limiter. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sauf s'il y a une question immédiate, je ferai volontiers 3 remarques et je vous poserai une question sur les différents sujets que vous avez abordés, chère Johanna, là, dans votre présentation, très, très intéressante. Et surtout, c'est toujours très intéressant aujourd'hui d'avoir aussi un point de vue allemand et un dialogue voilà, de perspectives venant d'Allemagne, avec des perspectives françaises, parce que c'est vrai, vous avez raison, la relation, elle est très, très affaiblie, elle est très malade. Hein, le franco-allemand est malade aujourd'hui, et le niveau de confiance a atteint un nadir assez inquiétant, en réalité, dans les relations entre ce qui était censé constituer les deux pôles du moteur, justement, de l'autonomie européenne, d'une certaine vision de l'Europe comme sujet, et non pas comme objet des relations internationales, malheureusement. Alors, je vais prendre 3 points. Simplement une petite remarque sur Sky Shield. C'est vrai que, en fait, on est dans quelque chose qui est assez ancien. On va dire les projets antimissiles en Europe, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment été des projets antimissiles européens. C'est des projets antimissiles qui dérivent d'une certaine dynamique, me semble-t-il, hein, de la National Missile Defense américaine, qui devient ensuite Missile Defense, et en fait qui s'étend à d'autres cadres. Et là, pour la comprendre, je pense qu'il ne faut pas en rester à l'Europe. Elle se comprend en fonction du cadre aussi moyen-oriental, du cadre asiatique, extrême-oriental, et peut-être demain du cadre arctique, puisqu'il y a un front arctique en constitution du point de vue antimissile. Donc, depuis des années, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Europe qui est incapable en fait de s'entendre sur le dossier antimissile. Le C2BMC de Rammstein, en fait, c'est vraiment un C2 en fait antimissile
c'est vrai qu'il est localisé en Europe, mais c'est le C2 antimissile d'abord de l'OTAN, et d'un OTAN qui, dans ce domaine antimissile, en fait, est très lié à la missile defense américaine. Donc, en réalité, la concentration de la décision dans le C2BMC, c'est une concentration de décision qui reste très américaine. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Sky Shield est une initiative qui est très fragile. C'est un pari allemand, mais qui, à mon avis, est très fragile pour plusieurs raisons. D'abord, les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt industriellement à laisser l'initiative se développer. Deuxièmement, les systèmes antimissiles qui constitueraient une partie de la couche israélien, ils ne sont pas seulement israéliens, ils sont israélo-américains. En fait, les Israéliens ont besoin de l'autorisation américaine pour exporter le système. Absolument. Les Israéliens, depuis quelques mois, depuis un an, dernière déclaration du Premier ministre Benny Gantz israélien, hors de question de transférer Iron Dome en Ukraine pour ne pas vexer la Russie ou ne pas être belligérant, etc. Donc je crois que les Israéliens, en fait, sont très prudents. Et, puis, et même, il y aurait besoin d'une autorisation américaine pour installer, exporter le système. Et puis, troisièmement, dans ce dossier, moi, ce qui me semble très grave, c'est que l'Allemagne, qui a les moyens, normalement, en tout cas d'une ambition, d'une vision, n'a ni l'une ni l'autre, si je peux être un peu peut-être sévère. C'est-à-dire que le système proposé par les Allemands en reste à une couche, en fait, et donc à une ambition qui est très basse. L'Europe continue à faire de l'endo-atmosphérique, l'Europe continue à faire de la courte portée, l'Europe continue d'avoir pour seule ambition de s'intégrer dans une vision globale antimissile et une architecture antimissile où l'exo-atmosphérique, avec le SN3, et puis les systèmes Aegis, et puis le C2BMC, et puis les moyens d'alerte avancés et le lien avec la connexion spatiale, en fait, est une affaire totalement américaine. Donc, en fait, on en reste à des couches basses, à de l'endo-atmosphérique. Donc, on renonce à avoir un droit de regard ou une position de réel stakeholder dans la vision globale de l'antimissile. Et donc, dans ce système et cet enjeu dont l'Europe devrait s'emparer parce que l'antimissile, ça touche à la dissuasion nucléaire, ça touche à l'espace. Voilà un dossier dans lequel l'Europe est encore un peu crédible, l'espace. Eh bien, on renonce à ça. Et alors, pourquoi pas une ambition allemande dans le domaine antimissile, l'Allemagne comme moteur de l'antimissile européen, pourquoi pas, dans le cadre bouleversé de la guerre en Ukraine, mais alors pas dans les couches basses. Ça n'a aucun... Enfin, me semble-t-il, stratégiquement, ça n'a que peu de sens, en réalité. Et donc, c'est trop peu, on va dire, pour cette ambition Sky Shield. Et il me semble qu'effectivement, vous avez raison de dire que les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt à laisser aller l'initiative jusqu'au bout. Israël pose problème. La Norvège est un acteur avec NASAMS qui a des choses peut-être un peu plus intéressantes à vendre. Et puis au-delà de tout ça, effectivement, il y a une vraie division sur le champ européen. Voir les Italiens et les Français en dehors d'une initiative comme ça, c'est complètement, je pense, en dehors des affaires industrielles. Hein. Politiquement, c'est quelque chose qui est décrédibilisant pour l'Union européenne. Donc effectivement, on a là quelque chose qui pose problème, me semble-t-il, hein, dans cette initiative. Et ça m'amène à une deuxième remarque. Et c'est intéressant parce que vous avez en face de vous des étudiants, que ce soit ici en présentiel ou à distance, qui suivent ici des cours sur la dissuasion nucléaire, sur les enjeux stratégiques européens. Et ce que vous disiez sur la dissuasion française est intéressant parce qu'on voit encore ici une difficulté des Européens à partager la même culture stratégique. Si on prend les livres blancs français, les premiers livres blancs, et en particulier celui de 72, qui était en fait bâti autour de la dissuasion nucléaire, qui était en fait le livre blanc de l'héritage gaullien, je dirais, avec Michel Debré à l'époque, et qui porte ce livre blanc. En fait, si on lit bien ce livre blanc, et même celui de 94 qui suit, vous avez des passages sur les intérêts vitaux français, y compris pour la dissuasion, qui concernent non seulement le sanctuaire, mais également ce qu'on appelle les approches du sanctuaire, c'est-à-dire en fait l'environnement européen. Et donc la dissuasion française, dès l'origine, c'est des remarques qui sont souvent faites par les historiens de la dissuasion, de manière très prudente, c'est vrai, de manière un peu floue, mais elle ne s'est jamais interdit de dire finalement la dissuasion française, elle rentre dans l'équation stratégique européenne. Et ça, les Américains l'ont bien compris, puisque avec la déclaration d'Ottawa de 1974 et avec l'action de Kissinger, mais
la dissuasion française et la dissuasion britannique sont reconnues comme étant partie intégrante de la posture de dissuasion de l'Alliance. Si on revient sur des discours de De Gaulle, je pense au discours de 59 devant l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et c'est vrai qu'on prend toujours le même passage. De Gaulle qui dit « Si la France tire l'épée, il faut que ce soit la sienne. S'il y a une défense de la France, il faut que ce soit une défense française. » Et en fait, on ne va jamais jusqu'au bout du discours, et il y a toute une phrase où De Gaulle dit, de souvenir, hein, mais c'est à peu près les mots qu'il utilise, il dit évidemment, non, naturellement, la défense de la France serait, le cas échéant, coordonnée avec celle de ses voisins et des pays européens. En fait, toute cette dimension-là de la dissuasion française, et je pense que c'est peut-être de la faute de la France, c'est-à-dire qu'elle ne l'explique pas suffisamment, c'est peut-être pas assez mis en avant, mais depuis les origines, en réalité, elle est positionnée aussi dans le cadre européen. Et quand on a dit ça, on bute quand même sur une difficulté, vous l'avez mise en valeur, et vous avez raison, c'est que quels que soient les efforts, à mon avis, d'Emmanuel Macron pour dire qu'il faut une culture de nucléaire partagée au niveau européen, il peut y avoir éventuellement, vous voyez, une invitation d'officiers européens dans le cadre de la fonction dissuasion en France, etc. En fait, on bute sur quelque chose qui est une contradiction française, c'est-à-dire que les Français ne vont pas jusqu'à dire il y a un partage de la décision. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir, c'est impossible. Le nucléaire, du point de vue décisionnel, il ne peut être qu'unique. Et donc, il y a un grand écart sur un discours très européen, y compris sur la dissuasion, et une réalité qui est celle que, à mon avis, la dissuasion partagée ne peut pas exister. Maintenant, évidemment, il peut y avoir débat, on peut penser que c'est possible. Moi, je ne comprends pas comment ça peut être possible. Non, on reste et donc, vraiment coincé. Et on reste coincé. Et donc les Allemands ont raison de dire, bah, écoutez, les Français, vous voulez vraiment aller jusqu'au bout? Allons jusqu'au bout. Parlez-nous de partage de la décision. À mon avis, ça n'arrivera jamais. Non. Ça, Non, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de l'OTAN? Parce qu'il n'y a pas non plus une codécision. En fait, si on parle de la garantie de sécurité de l'article 5 de l'OTAN, fondée sur la promesse américaine de faire utilisation, si nécessaire, de ces armes nucléaires. Et il n'a jamais eu une vraie possibilité des alliés de participer à ces prises de décision. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sorte de fudge institutionnel en mettant autour de la table des alliés dans le Nuclear Planning Group. Donc, en moins, il y a un partage d'informations sur les cibles. Et ben, tout est bien évidemment secret. Mais c'est comme si fallait symboliquement et institutionnellement trouver une solution pour compenser donc ce poids américain. Et ça fonctionne que parce qu'il y a cet énorme décalage de puissance entre les alliés. Et la même construction de dissuasion élargie ne serait pas possible parce qu'on est des pays qui sont pas égaux, mais quand même plutôt comparatifs dans certaines mesures. Donc c'est très compliqué de s'imaginer dans ce cas de figure-là, parce que les États-Unis sont le primus inter pares dans une alliance, et je pense que les pays européens auraient du mal à accepter ce rôle dominant affiché de la France. Donc effectivement, je pense qu'on bute la dissuasion européenne sur ces obstacles. Et cette question reste, elle va nous poursuivre parce qu'effectivement, si on se dit que les initiatives européennes ne vont pas au bout, parce qu'il y a toujours cette idée que le temps existe comme filet de sécurité, donc on peut sous-traiter une grande partie de sa sécurité. Voilà, le nerf de la guerre est vraiment cette question de dissuasion. Je vois mal comment on développe assez d'énergie pour développer des vraies capacités européennes. Parce qu'on a déjà eu des crises assez importantes qui n'ont pas vraiment poussé les pays participants hors de la zone de confort. Et en même temps, il n'y a pas assez de confiance entre dans un leadership
très collectif ou franco-allemand ou comme vous voudrez. Donc c'est compliqué même de s'imaginer dans quel cadre institutionnel ça pourrait fonctionner. Parce que le nucléaire, c'est pas quelque chose qui peut être co-décisionnel. Donc, Et à la limite, je dirais, je vous rejoins là-dessus. Je dirais qu'à la limite, ma dernière remarque, c'est normal que ce soit très difficile de dialoguer sur la question du nucléaire. C'est normal, parce que là, on est dans une dialectique de la survie, du rapport à soi vraiment national, d'une utilisation de l'arme nucléaire qui emporterait des conséquences évidemment fondamentales dans l'ordre politique. On est vraiment dans le cas limite, l'horizon de la guerre absolue. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter de manière légère. Et c'est la raison pour laquelle on peut toujours dire que l'OTAN est une alliance nucléaire. En réalité, il n'y a pas de partage de la décision. Il y aura toujours la double clé. Et concernant les bombes tactiques B-61-12 aujourd'hui qui sont sur le territoire européen, elles resteront toujours sous contrôle américain. Donc, c'est normal en fait qu'on n'arrive pas à converger là-dessus. En revanche, ce qui n'est pas normal et ce que je trouve extrêmement inquiétant, et c'est triste de le dire, moi j'ai servi dans la brigade franco-allemande, je le dis souvent, je crois aujourd'hui qu'on est arrivé à une sorte de, malheureusement, de point de non-retour dans la relation franco-allemande, du point de vue stratégique, et qu'à la limite, il y a besoin de faire une pause, d'arrêter de se mentir, de dire qu'on a la même vision, qu'on va dans la même direction, parce que c'est faux. C'est faux. On n'est pas arrivé à faire un drone ensemble, moyenne attitude, longue endurance. On n'arrive pas à faire un char ensemble. Je pense que le SCAF a quand même du plomb dans l'aile, très clairement, malgré l'accord in extremis trouvé, mais ça a été in extremis, avec beaucoup de rancœur de part et d'autre. Et aussi des lectures encore. Et des lectures, des spécifications qui restent divergentes. Sur l'antimissile, chacun part de son côté. Bref, qu'est-ce qui fonctionne en franco-allemand? Et c'est triste de le dire, mais aujourd'hui, compte tenu de la vision française de la politique étrangère et de l'Europe et de ce qu'est l'autonomie stratégique européenne pour la France, je vais aller assez loin, mais il y aurait plus de logique et d'intérêt pour la France à faire le SCAF avec l'Inde ou le Brésil qu'à le faire avec l'Allemagne. On en est là. Je n'ai pas vraiment l'impression de trop exagérer. On en arrive, me semble-t-il, à un cas limite. En tout cas, je préférerais dire le contraire. Hein. Oui, c'est vous pourrez être surpris dans les temps qui viennent. Mais... Peut-être que ça donnerait. Eh bien, peut-être. Après tout, les Anglais vont bien faire leur avion de combat de 5e, 6e génération avec les Japonais. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Oui. Donc, c'est vrai que eux voient les choses autrement. Mais c'est quelque chose qui est effectivement, c'est une situation qui, je ne veux pas sembler trop pessimiste ou hyperbolique, mais je crois qu'on en est arrivé. Ce dossier antimissile, Sky Shield, est un révélateur de plus des ratés du moteur franco-allemand aujourd'hui. Et je me demande s'il n'est pas le temps de faire une pause, effectivement, pour redéfinir ce qu'est la présence au monde de la France et de l'Allemagne et leur vision stratégique. Voilà. Et je préférerais très franchement que ce soit le contraire et qu'on avance sur le même chemin et que l'Europe conquiert et avance sur le chemin de l'autonomie stratégique. Malheureusement, la guerre en Ukraine est un révélateur du fait que, eh bien, malgré... donc c'est 1963, hein, le traité de l'Élysée. Vous avez raison, je pense que l'anniversaire, il ne va pas être très joyeux. J'en vis pas. Ils peuvent écrire les discours parce que enfin, faut trouver des choses à dire. Non, mais c'est dans le train, je me faisais cette réflexion que heureusement, quand je parle, les gens ne me placent pas dans le sous l'allemand. Je me dis oui, parce que effectivement, on vit des moments où une frustration et irritation avec les Allemands est vraiment très palpable et justifiée. C'est pas seulement la France, c'est aussi d'autres pays partenaires, parce que je pense qu'il n'y a pas... Les Allemands ne sont pas face aux conséquences de leurs actions. Ce nombrilisme, l'égoïsme, il n'a pas eu
conséquences peuvent être ressenties. Et ça, on est dans une de longue durée, de l'immaturité stratégique. En gros, pas provoquer le paiement d'un prix fort. Donc, je pense aussi que, oui, une pause, mais aussi, je pense qu'il y a un moment où l'Allemagne doit réapprendre l'énorme chance qu'elle a eue de s'insérer dans une construction européenne, et elle a compris cette responsabilité, elle était oubliée, absolument oubliée. Donc, il y a un apprentissage stratégique à faire. On dit ça depuis quand même mais il y a un réapprentissage de responsabilité et qui va que venir quand il y a des coûts à payer. Ça va être pas très drôle et d'autres moyens. On est dans des paroles qui sont en décalage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le chat? Allez-y. Oui, je suis aussi frappée comme vous, que ça me paraît dénué de sens en fait. C'est comme si, et encore une fois, on est la clé de lecture pour moi, c'est l'immaturité stratégique. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a aucun centre intellectuel dans les instances des décisions en Allemagne qui soit capable d'intégrer ces questions dans une vision politique cohérente. Donc l'idée d'acheter un produit israélien, c'est venu parce que le chef de l'armée de l'air a fait une visite en Israël. Donc ça paraît absolument court-termiste, impulsive. Donc, et comme il n'y a pas une ligne directive qui existe, qui est comme le rôle de chancellerie de la, c'est compliqué d'exister en coalition, mais quand même c'est possible d'en avoir une. Donc, bah, dans ce vacuum de réflexion stratégique, initiative pareil. Et c'est aussi très triste parce que les pays autour s'allient parce que ils n'ont pas le choix, ou ils se disent que de toute façon, l'Allemagne est un pays important, même si on n'est pas super d'accord avec ce qu'elle fait, on va quand même participer parce que qu'est-ce qui est l'alternative? C'est aussi horrible de se dire que voilà, il y a des. C'est aussi une observation que le résultat de mes recherches de thèse, c'est qu'il y a une croissance organique qui se fait autour des pays qui sont des centres de défense. Donc, il y a un pôle français, il y a un pôle anglais, il y a aussi un pôle allemand. Et en ce qui concerne donc les initiatives allemandes ou ce qui se fait autour du pôle allemand, c'est pas du tout conçu et pensé. C'est comme une croissance organique. Et donc, on fait de la coopération sans réfléchir où ça va mener. Et ça, c'est un grand problème parce que en s'alliant avec l'Allemagne, il est autour et les partenaires font quand même un pari. Si on abandonne des capacités clés, si on mise sur une coopération, on a quand même, on voudrait bien que le partenaire ait une vision et l'intérêt des autres aussi en tête. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a une grande logique qui peut être détectée. D'autres questions? Oui.
Il y a surtout, je pense, une coopération accrue entre la France et la Grèce, et je pense que ça se traduit par la vente de matériel en grand nombre, anciens et nouveaux, à venir. Donc, il y a de facto une volonté de prendre une responsabilité dans cette partie de, de l'Europe, cruciale parce que charnière avec la Turquie. Mais je ne sais pas si un pays suffirait, si on peut former un pôle de cette dynamique-là. On peut aussi critiquer la France, qu'elle essaie aussi parfois de faire des choses tout azimut. Donc, je pense que là non plus, il n'y a pas peut-être dans cette relation qui semble se nouer, est-ce qu'elle est vraiment pensée jusqu'à la fin? Donc, je pense, si on parle de vacuum total de réflexion stratégique, ce que je vois et je pourrais évoquer, c'est une frustration française d'être sans partenaire, parce que la France, elle a besoin de ne pas faire les choses seule. Une quête permanente de fiables qui partagent ses points de vue. Et comme les Britanniques sont partis, l'Allemagne, c'est vraiment la frustration qui fait grincer les dents, mais on s'imagine toutes les pauvres personnes qui doivent coopérer, leur dentiste doit leur fournir une gouttière parce qu'ils vont grincer tellement les dents. Ça laisse des dégâts. Donc, on voit donc cette frénésie française de se tourner à droite, à gauche, d'essayer de trouver d'autres moyens de faire. Et là, je vois aussi une tendance terministe et peut-être pas très réfléchie, d'occuper du terrain stratégique, d'être présent, d'être visible. On se pose la question, est-ce qu'elle a les moyens de vraiment aussi à la hauteur de ces engagements? Et si je peux faire une remarque complémentaire qui va dans ce sens-là, quand vous regardez l'Europe, vous finissez par comprendre que du point de vue stratégique, elle fonctionne par triangulation séquentielle. C'est-à-dire que lorsque la France considère que sa relation de défense avec les Britanniques ne fonctionne pas ou pas suffisamment, ou qu'elle est décevante, la France va trianguler, va se tourner vers l'Allemagne et annoncer des initiatives avec l'Allemagne pour montrer aux Anglais qu'elle peut faire autre chose, même avec une armée et un pays qui n'a pas forcément la même culture expéditionnaire et le même rapport à la défense. Lorsque les Polonais, et bon, c'est leur vision, considèrent qu'il est très dangereux et trop dangereux d'avoir un pôle franco-allemand puissant en Europe, parce que les pays européens seraient trop soumis à un moteur justement franco-allemand. Ils le font tout le temps, hein, ils le font depuis le début, mais ils triangulent d'une part avec les États-Unis, offshore balancer à distance, mais aussi avec les Anglais. Donc pour les Polonais, ça a été une catastrophe, le Brexit. Pourquoi? Parce que les Anglais servaient de contrepoids aux Franco-Allemands et permettaient de garantir l'ancrage atlantique de l'Union européenne du point de vue des initiatives stratégiques et du combat contre les effets doublons entre l'OTAN et l'UE. La France, enfin, le Royaume-Uni, tant qu'il était dans l'UE, et même encore aujourd'hui, lorsqu'il considère que sa relation avec les États-Unis est trop inégale, se tourne vers la France, en particulier dans le domaine nucléaire, pour montrer aux États-Unis qu'ils ont une autre possibilité. Donc ça fonctionne par triangulation comme ça. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, et je reviens à votre question sur l'affaire grecque, c'est que il y a ce type de phénomène qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, disons, pour utiliser un mot allemand, ce n'est pas Schadenfreude de le dire, mais il n'y a pas que l'Union européenne qui est divisée et qui manque de vision stratégique. L'OTAN aujourd'hui, il y a un certain nombre de points aveugles, et la Turquie est un point aveugle dans l'OTAN aujourd'hui.
il n'y a pas que la France qui le dit. La France le dit plus rapidement et plus brutalement que les autres parce qu'elle est confrontée en fait aux ambitions turques en Méditerranée orientale, autour du dossier moyen-oriental, en Afrique, autour du dossier libyen, etc. Mais ce que dit la France, c'est que en fait la Turquie est un allié qui n'en est pas vraiment un dans l'OTAN. La Turquie a sa propre politique étrangère et qui peut parfois aller contre les intérêts de l'OTAN, en particulier, ou de l'Europe au sens large, au Moyen-Orient, dans la relation avec la Russie, dans la relation avec un certain nombre de partenaires. Donc, en fait, la France est en train de dire que lorsque Macron, les choses n'ont pas été vraiment comprises, me semble-t-il, lorsque Macron a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, et en fait, il parlait du dossier turc. Hein. Rappelez-vous, il parlait du dossier turc, en disant on a un point aveugle là. Donc, je vous engage à lire un article qui vient d'être publié sur le site War on the Rocks, très intéressant, d'un Américain qui en fait un bilan assez brutal en disant il est temps pour les États-Unis de réviser leurs relations avec la Turquie. Il est temps de considérer que la stratégie turque est un allié otanien, est une stratégie qui en réalité va contre les intérêts de l'OTAN. Et donc, je ne voudrais pas être trop prospectif, mais je dirais que il se pourrait, à un moment ou à un autre, que aux États-Unis, il y ait de plus en plus de voix pour en fait faire, ça peut sembler, ce que je dis, peut-être un peu aventuré, mais le même bilan que celui qui est fait par certaines voix françaises, et pas seulement françaises en Europe, pour dire il y a un problème turc, en fait. Et pas seulement par rapport à la Grèce, par rapport à des enjeux qui sont beaucoup plus larges en réalité. Donc, vous le voyez, il n'y a pas que l'Union européenne qui est minée par des divergences de vision stratégique. Dans l'OTAN, il y a effectivement aussi des dossiers sur lesquels, et c'est peu de le dire, les regards des alliés ne convergent pas, en fait. Donc, la relation entre la Grèce et la Turquie va être un des gros points, à mon avis, pas seulement pour l'Union européenne, mais pour l'OTAN dans les années qui viennent. Et on pourrait voir les États-Unis éventuellement évoluer du point de vue de leur relation à la Turquie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre une dernière question, pardon, parce que notre invité doit retourner. Ça va, voilà. il y a des trains après. Donc... D'accord. Comme vous voulez. Pas de panique. Mm. Merci beaucoup pour votre question. C'est toujours fascinant de se poser la question si le nom donne à des initiatives peut créer une sorte de dynamique qui propulse et permet à dépasser des obstacles. Ça, c'est effectivement pertinent. Et si on voit l'initiative SDI qui postulait donc des capacités qui n'existaient pas encore, mais qui sont même qui ont un effet, qui ont eu un effet stratégique inattendu, car poussant en fait en investissant à investir des sommes considérables, donc ces initiatives-là. Je pense que le nom European Sky Shield, c'est pas une idée de vouloir masquer des problèmes de faisabilité, parce que bon, on a effectivement dans tout système de défense antimissile, on a oui,
des problèmes techniques qui persistent. Donc, tout est une question de nombre de missiles qu'on en envoie et de leur sophistication. Mais je pense qu'on est plus dans une opération de communication politique. Parce que le rattachant un peu à l'image aussi en Israël avec l'Iron Dome, qui a un cadre assez spécifique. On touche à l'imaginaire. Mais je ne peux pas imaginer que je partage en fait les de M. Saget que ce projet va vraiment se réaliser. Donc je pense que la dynamique qui pourrait être dans le nom va pas pouvoir se réaliser parce qu'il y a tellement d'obstacles qui sont déjà apparus qu'on ne pourrait pas tester cette hypothèse, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons une question dans le chat. C'est de Arnaud Yualalen. Pardon si je prononce mal. Il demande quid de pivot indo-pacifique américain et la défense antimissile européenne. On parle beaucoup de l'Est, mais la menace peut venir aussi d'ailleurs, non? Oui, effectivement, bon, on se rappelle que la justification initiale d'investir dans des capacités antimissiles, dans le cadre européen, c'était la menace Moyen-Orient. Donc, oui, je pense que les Américains le pensent, le système, ils ont une vision globale du système et qui est assez futuriste, mais assez impressionnant en même temps. De s'imaginer de pouvoir lier en fait des senseurs et des shooters de partout dans le monde, c'est un concept qui séduit par une vision absolument incroyable de foi en la technique. Mais il y a aussi un autre danger qui, à mon avis, est lié que en construisant un système d'ordre global, on fait aussi parler des théâtres d'opération qui sont normalement totalement séparés. Alors, jusqu'à maintenant, on dirait, on peut la dire, parce qu'il y a eu déjà avec la guerre en Ukraine une sorte de communication entre des postures de la Chine vis-à-vis de Taïwan et l'action de la Russie. Donc on peut dire que pour la première fois, on est face à ce qui était le cauchemar toujours invoqué de perspective vraiment réelle de two-front war, donc avoir des guerres de deux fronts. Et on voit déjà que la Chine se sert en fait de moins ce danger ou cette peur. Mais en nouant ensemble donc, des capacités de défense antimissile globale, on a aussi le vrai danger de créer des interactions absolument non voulues entre ça peut être des accidents ou des ratages ou des erreurs de jugement qui, parce qu'ils se placent dans un contexte non théâtre opérationnel régional, vont avoir des répercussions ou dans le système global. Et ça ouvre bien sûr la porte à des escalades très très dangereuses, surtout avec, si on ajoute donc l'élément des armes nucléaires et aussi une automatisation grandissante des processus de décision. Merci beaucoup. Je pense que on va finir la séance. J'aimerais remercier Madame Moring pour votre présentation. Je pense que vous nous avez donné beaucoup d'éléments pour penser l'autonomie stratégique de l'Europe, les relations avec les États-Unis
et les relations tout simples entre les États européens. Je remercie aussi les participants en présentiel et en ligne, la présence et la participation. Et je vous donne rendez-vous donc pour la 4e et dernière séance de ce séminaire, donc le 1er février, avec une séance consacrée aux origines historiques de la dissuasion intégrée américaine durant la guerre froide, avec Monsieur Robert Williams de l'Université d'Ohio. Et donc, inscrivez-vous pour y participer. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup encore une fois. Je comprends.